les responsables de médias. Le processus relatif à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 s'est achevé hier, 27 octobre 2025, avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, a été proclamé vainqueur de ce scrutin avec 53,66% des suffrages valablement exprimés à la lumière des rapports des observateurs indépendants, nationaux et internationaux, ayant supervisé cette élection. Celle-ci s'est globalement déroulée dans la transparence et le calme sur toute l'étendue du territoire national. Alors que les électeurs attendaient sereinement la publication des résultats officiels, le candidat Issa Chiroma du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin le 14 octobre 2025 en violation des dispositions du Code électoral. Dans la foulée, ses partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays qui ont été maîtrisées grâce au professionnalisme des autorités administratives et de nos forces de sécurité. Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays, a lancé à travers les réseaux sociaux des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux Camerounais de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Répondant à ces appels à caractère séditieux, au mot d'ordre irresponsable, des groupuscules de jeunes agissant souvent sur les faits des stupéfiants ont semé le chaos dans différentes villes du pays, la veille et le jour même de la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Plusieurs édifices publics, commerces et autres biens privés ont été incendiés, saccagés ou pillés. Sans être exhaustif, je voudrais mentionner l'incendie des sous-préfectures de Banja dans le Hong-Kong, Ngong, Figuil et Tchebois dans la Benue, du parquet de Guidel, du palais de justice de Cham, de la mairie de Manjou, de la brigade de gendarmerie de Ngong, des antennes électriques de Ngong, Banja, Manjou, Figuil, des résidences des maires de Garoua, Manjou, Figuil, du matériel roulant de plusieurs unités de police et de gendarmerie. À Douala, des scènes de pillage et de vandalisme des biens publics et privés ont été enregistrés dans certains quartiers dans la ville. Stations, services, boutiques, magasins, commerces, j'en passe. Il convient de signaler qu'au cours de ces attaques criminelles, certains assaillants ont perdu la vie. Plusieurs éléments de nos forces de l'ordre ont également été grièvement blessés au cours des chauffourées avec des manifestants. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux. Je voudrais ici déplorer les pertes en vie humaine et exprimer ma profonde
compassion aux familles endeuillées. Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté ces actes insurrectionnels et prémédités qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Il est désormais clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chirouma s'est rendu coupable. Mal qu'en 2025, on calcule encore les voix d'une élection présidentielle qui a coûté 50 milliards de budget sur des calculs. Ces menaces de hauts fonctionnaires qui vous ont appelé pour Non, dire donc, pourquoi est-ce que vous avez publié? Les hauts fonctionnaires vous appellent pour vous dire ben non, pourquoi tu as publié ça, tu ne devrais pas. Vous avez beau leur rappeler que le document, le procès verbal de la commission est public et que même les assises de cette commission sont publiques de par l'article 69 du code électoral. Elle m'a même fait savoir que si on modifie, s'il arrivait qu'après la présentation, on modifie le code électoral, il va s'assurer qu'on enlève que la Commission nationale de recensement général de vote est une instance publique. Vous voyez les intentions des hauts fonctionnaires. Oui. C'est-à-dire que pour eux, le principe, c'est que le Cameroun, ce cas insurrectionnel, doit continuer à reculer. On doit continuer. Vous avez vu hier en Côte d'Ivoire, qui ne nous dépasse en rien de manière substantielle, ni en intelligence, ni en quoi. Même pas en démocratie, au fond. Oui. On travaille sur des tablettes. Vous avez des écrans informatiques qui vous donnent les échos au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire national et tel que les choses avancent. Au Cameroun, j'en trouve encore normal qu'on a acheté des calculatrices de 1200 francs au marché pour calculer les élections au Cameroun sur ça. Une élection qui a coûté 50 milliards. Alors, avant qu'on soit coupé, je vous racontais que, savez-vous par exemple que pour acheminer les procès verbaux des bureaux de vote de la diaspora, on met des hauts fonctionnaires dans l'avion, pompeusement appelé point focal électam, avec frais de mission pour acheminer un PV ou deux de bureaux de vote. Donc, vous avez par exemple tout un colonel, conseiller de défense, conseiller militaire à la représentation du Cameroun aux Nations Unies à New York, qu'on a mis dans l'avion, place à faire, frais de mission, frais d'hôtel, pour venir remettre un PV de 40 inscrits. 26 votants. Bureau de vote de New York. On est au 21e siècle, en 2025, où vous avez DHL, UPS, le scanner, le fax, le mail et tout ce que vous pouvez imaginer. On dépense près de 10 millions pour que quelqu'un achemine un procès verbal de 40 inscrits. Mais Moussa Njoya, on redoute tout de même. Pour revenir à ce que vous dites, vous me demandiez, c'est que les choses sont agencées de telle enseigne que on n'a pas de surprise. Et c'est tellement intériorisé que vous n'avez pas vu les images du comité central. On faisait d'ailleurs les répétitions du concert pour célébrer la victoire, avec les tentes qui sont montées depuis, je crois, vendredi ou jeudi, où les gens se préparent à faire la fête dans les domiciles. Malgré tout ce qu'il y a eu hier, les champagnes sont frais, ici là à Yaoundé, et chacun s'attend à recevoir les convives. Vous aurez quelques opposants qui vont sûrement faire leur présence là-bas pour davantage adouber la victoire. Vous savez qu'il y a plus que jamais
un parfum de gouvernement d'union nationale qui flotte dans l'air. Oui. Donc, du coup, chacun ménage ses chances au maximum de figurer dans ce gouvernement d'union nationale-là. C'est d'autant plus que beaucoup savent que leurs chances sont plus que réduites pour revenir au Parlement, pour ceux qui sont parlementaires. Et donc, chacun se met sur les starting blocks. Les négociations vont bon train à Yaoundé. Du coup, vous observez très bien le silence de la plupart, même après ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que dans tout pays normal, après ce qui s'est passé hier, quelle qu'en soit votre opinion, en tant que leader politique ayant pris part à une élection, les gens devaient prendre la parole. Mais les gens vont hésiter, et même parce que chaque personne ne veut compromettre sa chance de figurer dans le gouvernement d'ouverture qui a été promis à l'issue du scrutin. Mais en Donc, attendant, chacun va mener. mais en attendant, Moussa Ndoya, le bas peuple, on redoute, au niveau du bas peuple, on redoute l'après-proclamation aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont refusé de sortir. Les enfants sont à la maison. C'est pratiquement un jour férié dans la plupart des villes du Cameroun. Emmanuel Coco avait une préoccupation tout à l'heure lorsqu'on a été interrompu. Oui, Emmanuel? Oui, je demandais, est-ce qu'au vu de ce qui s'est passé hier, la proclamation, sans surprise tout à l'heure, pourrait exacerber la colère, le mécontentement du camp d'en face qui a proclamé très tôt sa victoire? Est-ce que cette crise inédite représente-t-elle, selon vous, un point de non-retour pour la démocratie camerounaise, Moussa Ndoya? Bon, point de non-retour, je ne pense pas. Est-ce que cela peut exacerber les tensions? Peut-être. Il y a de fortes chances que cela dépendra d'une part, la détermination des contestataires et de d'autre part, la riposte ou bien la position des gouvernants et des différentes autorités administratives. Et c'est le lieu de rappeler à nos autorités administratives qu'il faut rompre, à mon humble avis, c'est une suggestion. Vraiment, oui. On ne paye pas là-dessus et je ne gagne rien du tout à leur donner des conseils gratuits. Vraiment. Donc, s'ils veulent qu'ils fassent comme ils veulent, vraiment, ça ne m'engage pas. Mais, comme c'est mon pays, je me dois quand même de leur suggérer quelque chose. Dans ce type de situation, il faut éviter exactement ce qui a été fait hier dans le communiqué du gouverneur du littoral. C'est avoir traité les manifestants de bandits, de drogués, de fous manipulés qui se sont allés se faire tuer dans la rue parce qu'ils voulaient. On l'a observé. C'était les mêmes thèmes. Lors de la marche du 26 mai 90 à Bamenda, où on disait que 6 personnes étaient piétinées par balle. Vous vous rappelez le fameux communiqué d'Henri Bandolo, oui, qui avait amené même les journalistes de la CATV à l'époque à réagir, Jachari Niman, Antoine Marine Gonon et bien d'autres. Et après, c'était les mêmes thèmes en novembre 2016, lors du début de la crise anglophone. Ou même à Tanganyika, j'étais allé de télé en télé, n'étant même pas encore minate, on a lu les communiqués et du gouverneur du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et des préfets qui insultaient à tour de bras les manifestants, etc. On a vu les résultats. Je pense qu'en ce moment, les autorités administratives devaient tirer les leçons de toute cette expérience malheureuse-là pour essayer autant que possible d'avoir un ton apaisant. Le temps de l'État fort et infaillible est révolu. Je sais que ce sont des techniques de communication administrative qui ont été enseignées par les Samuel Kamé dans les années 50, 60, qu'il fallait lutter contre l'UPC. Il ne fallait pas que l'État se montre faillible ou faible vis-à-vis des populations. Mais, chers messieurs les préfets et gouverneurs, les temps ont changé. Bref, s'ils veulent écouter, qu'ils écoutent. Ce que vous avez dit, est-ce que c'est un chemin de non-retour pour la démocratie camerounaise? Je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, oui, et c'est le sens de ma chronique aujourd'hui qui est parue aujourd'hui dans le journal L'Heure du Sahel, oui, le pardon sera difficile. Ça sera difficile pour qui? Parce que lorsque vous avez des gens qui jubilent dans les réseaux sociaux du fait qu'on ait arrêté telle personne ou qu'on ait tué des gens à Douala ou à Ngaoundéré, que des gens se soient fait interpeller à la briqueterie, etc. Des gens, des journalistes, etc., qui jubilent à visage découvert et qui se présentent comme des porte-paroles actuels du gouvernement.
Vous pensez, est-ce qu'au désarroi et au ressenti et de ceux qui sont concernés et de leur famille et des autres, je me dis, les gens sont en train de créer des conditions qui vont cristalliser les positions. Ça va devenir une affaire d'ego, de vie ou de mort. Chacun ne voudra pas parce que... Allô? Oui, oui, et on ne souhaite pas arriver là. Oui, on ne souhaite pas arriver. Je suis en train de dire aux gens, à ces gens-là, arrêtez vos chiens. Pardonnez-moi le terme. Arrêtez vos enragés. Parce que les termes que nous suivons dans les réseaux sociaux, ceux dont les propos qui sont tenus par les uns et les autres, de part et d'autre aujourd'hui, où on encense la violence, de part et d'autre désormais, qui vont transformer, parce que, vous savez, il y a une notion en sciences politiques qu'on appelle la notion de conflit hyperbolique. On observe ça dans les pays tels que le Liban. Les conflits intercommunautaires. Juste une seconde, Moussa Njoya, juste une seconde, le temps de rappeler qu'il est... Sorti par là, c'est-à-dire que le conflit est un conflit hyperbolique, un peu comme ce qui arrive aujourd'hui au Nozo, où les gens arrivent à se battre parfois, ils ne savent même plus pourquoi ils se battent, où les revendications premières ont même totalement disparu, il n'y a même plus de fondement idéologique à l'affrontement. Advienne quand? Parce que si vous demandez maintenant aux gens du Nozo que vous faites encore la guerre, pourquoi? Fondamentalement, même les populations ou les leaders ne vous répondront plus. Même les Agbobala qui avaient commencé les revendications, les Mancho Bibussi ne vous répondront plus. Ils ne savent même plus pourquoi on se bat. Le conflit hyperbolique arrive lorsque vous avez deux partis qui se figent désormais dans des questions essentielles, identitaires ou bien d'ego. À partir du moment où, parce que la seule chose, quand vous voyez en Europe où il y a même eu la guerre de 100 ans, etc., entre les protestants et les catholiques, etc., c'est parce que les gens percevaient la défaite désormais pour une question d'honneur. La défaite ici n'est plus une question politique, elle n'est plus une question économique, elle devient quelque chose d'insaisissable qui touche à quelque chose de métaphysique qu'on appelle l'honneur. Et la seule chose, comme dit Fukuyama s'inspirant de Platon, Fukuyama s'inspirant de Platon, c'est que la seule chose qui amène les hommes à mettre en péril et leur bien et leur vie, c'est l'honneur et l'ego. Donc, ne ravivez pas les égos des uns et des autres. Et je parle surtout aux gens du pouvoir. Arrêtez les Bruno Bidjan, les Raoul Mbia, les Ernest Obama et consorts, si vous voulez que je cite les noms. Calmez-les. Arrêtez de les encenser. Parce que ce qu'ils font là n'est pas bien. Et ça ne va pas nous conduire vers quelque chose de bien. Ce qu'ils font là, c'est ce que les gens ont fait dans le Nozo et nous sommes arrivés là où nous sommes là. Les Moja et consorts. Demandez-leur de se calmer. C'est ce que je veux leur dire aujourd'hui. Vous appelez à un discours d'apaisement dans les deux camps, hein, Moussa Njoya. J'appelle au discours d'apaisement dans les deux camps. Mais je dis surtout que ceux à qui la responsabilité de l'apaisement incombe en premier sont les autorités administratives, les responsables politiques et les responsables institutionnels de ces pays. Parce que si vous donnez l'impression que, en plus des plaintes des gens, vous les insultez,